Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe, et La Maison Caillebotte, le site impressionniste le plus proche de Paris, ailleurs dans l'Essonne, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, oui, il existe des endroits près de notre capitale qui furent des lieux de création intense et majeure, connus du tout Paris de la peinture et de la culture au 19e, et qui ne sont ni à Chatou, Barbizon, ni à Giverny ou Auvers-sur-Oise. Et aujourd'hui, et même encore, une certaine magie apaisante et inspirante opère à l'instant même où on les foule du pied. Oui, même pas à une demi-heure de Paris. Une déconnexion garantie. On dit que cela tient à la magie du lieu. Alors c'est quoi la magie d'un lieu ? Eh bien, c'est la résonance de celui-ci, la singularité d'une bâtisse, son histoire, la vibration d'un décor sous la lumière. Cela repose souvent sur une harmonie entre un petit bijou bâti sur son écran de nature. Il y perdure encore aujourd'hui le soin que de bonnes âmes inspirées apportent à y faire vivre la culture avec enthousiasme et une certaine originalité. C'est donc le cas pour le domaine Caillebotte et sa jolie maison sise à Hyères dans l'Essonne, au sud-est de la capitale, à 20 minutes de Paris. Il s'y déroule régulièrement de bien jolies expositions et s'y accroche de bien belles œuvres. Cette petite pépite, son parc communal de 11 hectares, bordé de sa rivière plantée de saules et parsemé de fabriques d'ornementation, fut célèbre en son temps pour avoir été, au sud de Paris, un des berceaux de la peinture impressionniste. Le maître de l'endroit s'appelait Gustave Caillebotte et on peut voir aujourd'hui quelques-uns de ses 80 tableaux peints au domaine, exposés à Orsay et en province, ou plus généralement aux États-Unis, où il connut dès le départ un immense succès. Alors oui, inscrivez d'urgence la jolie commune de Hyères et le domaine Caillebotte dans l'Essonne. Dans votre prochain roadbook, il s'y passe souvent quelque chose d'unique qu'on ne voit qu'au domaine et qu'on ne voit même pas à Paris, qui mérite ce fameux détour qu'on ne regrettera jamais et que nous allons vous dévoiler vénard dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler de cette petite commune dans l'Essonne, nous avons Valérie Dupont-Aignan autour de cette table, qui est directrice de la Maison Caillebotte et commissaire de l'exposition Présence, trésor photographique de la collection Guilman et González Fala. Wow, bonjour Valérie. Bonjour Christophe. Titre impressionnant. Et Olivier Clodon est avec nous, c'est le maire de Hyères dans l'Essonne. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Christophe. Alors on va tout de suite planter le décor de cette petite commune de 30 000 habitants, traversée par Hyères, cette rivière qui est un affluent de la Seine, avec un beau domaine ouvert au public toute l'année, la Maison Caillebotte. On est à 20 km au sud-est de Paris, dans le département de l'Essonne. Comment vous qualifieriez votre cité, votre ville, monsieur le maire ? Alors d'abord, c'est pas une petite commune, ah oui, c'est 30 000. déjà une belle ville, c'est 30 000 habitants. C'est vrai. Hyères, donc c'est déjà une ville d'ampleur. Je la qualifierais d'équilibrée, d'harmonieuse, de préservée et de dynamique. Très bien. C'est une ville qui a tout ça. On est à 20 minutes, à 20 km et à 20 minutes de Paris, vous l'avez dit. Et je pense qu'on a su définir à quelques temps de Paris et à quelques kilomètres de Paris une identité. Et ça fonctionne. Voilà. Et cette identité, c'est quoi ? C'est une ville. C'est un mélange de beaucoup de choses, une harmonie au final, mais c'est un mélange de sécurité. Hyères, c'est la 5e ville la plus sûre de France, de propreté, parce que Hyères, c'est propre. D'accord. Voilà, c'est une ville très propre et il fait bon s'y promener. Et puis c'est une ville active. Voilà. Très bien. Et c'est une ville aussi où la nature est très présente. La moitié du territoire, c'est des parcs ou de la forêt. Parfait. On y vient comment ? Autoroute, RER ? Oui, on peut venir en RER, on peut y venir par la route. C'est quel RER ? C'est le A ? C'est le D. D, c'est le D, pardon. D. Voilà, avec la gare de Hyères et le secteur de la gare d'ailleurs qui va être complètement refait. C'est 20 minutes de Châtelet-Léal. D'accord. Valérie Dupont-Aignan, directrice de la fameuse Maison Caillebotte. Est-il vrai qu'on dit que c'est le site impressionniste le plus proche de Paris ? Oui, on a la chance d'avoir ce site le plus proche de Paris parce que Gustave Caillebotte et sa famille le père de Gustave Caillebotte avait une fabrique de textiles en Seine-et-Marne et il a acheté cette maison très proche de Paris. En quelle année ? En 1860. Et décrivez-nous cet endroit et cette maison. Moi, je n'y suis jamais allé, mais j'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos, c'est absolument remarquable, c'est sublime. C'est apaisant. Oui, absolument. Enfin, d'ailleurs, le logo de la ville, c'était la douceur de vivre. Exactement. Mais depuis Caillebotte, d'ailleurs, parce que quand on arrive dans ce domaine, on est complètement plongé au cœur de l'impressionnisme. On a une maison qui a été restaurée par deux propriétaires avant la famille Caillebotte, donc au début du 19e siècle, en 1824. Et puis, c'était Pierre-Frédéric Borel qui a acheté ce domaine.
il en a fait ce que c'est aujourd'hui encore, c'est-à-dire un petit monde clos, avec un voyage autour du monde, des fabriques d'ornementation tout le long du chemin de ceinture. Expliquez à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que des fabriques d'ornementation. Ce sont des bâtiments. Les fabriques d'ornementation, ce sont des petites constructions dans le parc qui ponctuent la promenade. Donc on entre par la rue, et ensuite le domaine est tout en profondeur. Il est longé par la rivière de Lierre, et tout le long du chemin de ceinture, on va découvrir au gré de la promenade, et surtout pas d'un même regard, parce que l'idée c'était justement de susciter des émotions, mais de découvrir aussi ces fabriques d'ornementation, et on va découvrir ces petites constructions qui évoquent chacune un pays ou un continent. C'était la mode à l'époque de parsemer comme ça de beaux parcs avec des petites maisons avec des thèmes en fait. Oui, voilà. Donc il y a une orangerie. C'est le voyage autour du monde en fait qu'on propose aux visiteurs, et donc on arrive avec l'Exèdre qui évoque la Grèce antique, donc dans la cour d'honneur. On a l'Exèdre, c'est un lieu où les penseurs et les philosophes se réunissaient. Donc c'est un Exèdre juste en face de la maison. Ensuite, on a la façade ouest de la maison qui a des colonnades et qui est une façade palladienne. Donc on évoque l'Italie et l'antique. Et ensuite, dans le parc, on a un kiosque oriental qui surmonte une glacière. On a, et le kiosque oriental, bien sûr, évoque la route de la soie. On a un banc couvert japonais qui était une nouveauté, curiosité de l'époque. À partir de l'exposition universelle de 1867, on découvre le Japon, le japonisme, l'art du Japon, et toutes les maisons bourgeoises ont envie d'avoir un banc couvert japonais dans leur parc. Puisque ce banc couvert japonais qui s'appelle koritsi en japonais, pardon de mon accent, permettait aux visiteurs d'attendre la maîtresse de maison qui préparait la cérémonie du thé. Ça se fait encore, ça? Vous le préparez le thé, vous, Valérie, non? Alors, au salon de thé, maintenant, on a le café Gustave. Qui fait ça très bien. Très bien. On délègue. On en parlera du café Gustave aussi. Voilà. Et ensuite, donc, pour continuer la promenade, on a une chaumière normande, parce que les caillebottes étaient aussi originaires de Normandie. Et puis une chapelle. Alors la chapelle, c'est la famille Caillebotte qui a restauré une chapelle sur l'endroit même d'une ancienne construction, puisqu'il y avait une fontaine avec une pièce d'eau qui était en ruine. Et la famille Caillebotte, dont le fils d'un premier lit était devenu prêtre, a voulu installer cette chapelle, et qui a d'ailleurs l'hôtel a été consacré, et la chapelle a été utilisée par la famille très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui l'hôtel est consacré. Donc on a l'impression, quand on rentre dans ce domaine, on se trouve dans un tableau impressionniste qui n'a pas bougé depuis 1860. On est vraiment dans ce décor-là qui a inspiré Caillebotte. Oui, d'autant plus que quand on va vers le fond du parc, on arrive au potager qui a été peint par Caillebotte. Qui est clos de mur, j'ai vu, magnifique. Qui est clos de mur. Aujourd'hui, il nous en reste qu'un tiers, mais Caillebotte a pu peindre ce potager avec les alignements de cloches, avec ses frères en jardinier pieds nus dans le parc avec leurs arrosoirs, et le décor n'a pas changé. C'est ça qui est aussi très charmant. Donc on a le potager, on a la rivière aussi qui a été vraiment un des motifs particuliers de Caillebotte, et avec un embarcadère où on peut faire de la barque le week-end, et puis à partir de juin. Où il s'est peint beaucoup avec ses frères et ses amis, en train de voguer sur des périssoires. Une espèce de barque un peu longue, là où ils avaient des canotiers magnifiques. Oui, voilà. Il faut dire que Caillebotte avait des frères. Il était lui-même en pension pendant l'année à Paris, au lycée Michelet, qui était l'annexe du lycée Louis-le-Grand à Vanves. Et donc, dans ce lycée-là, qui est très en avance, il y a une éducation qui est portée aussi sur l'hygiénisme, le sport, et les petits Caillebotte qui arrivent pendant les périodes intermédiaires, les vacances intermédiaires et pendant l'été, vont utiliser cette rivière pour plonger, pour naviguer. Et c'est là que Caillebotte, Gustave, donc, va avoir le goût de la navigation, et qui va ensuite... C'est vraiment un merveilleux endroit. Olivier Clodon, maire de Hyères, est-ce que vous avez voulu préserver cette petite pépite et en faire ce qu'elle est aujourd'hui? C'est important pour la ville de Hyères d'avoir cet endroit, et de le garder, de le conserver, de le restaurer, de l'aimer.
de le chérir? C'est primordial, parce que d'abord c'est une chance inouïe pour une ville d'avoir un témoignage du passé et un site culturel de cette ampleur-là. Oui, de cette importance et de ce renom. Caillebotte est quand même aujourd'hui reconnu, et de plus en plus d'ailleurs, et comme un des maîtres de l'impressionnisme. Il n'a pas toujours été, hein, mais vraiment là depuis quelques années maintenant, et depuis un certain nombre d'expositions qui ont eu lieu, on découvre ou on redécouvre l'artiste majeur qu'il a été. Alors pour une ville comme la nôtre, évidemment, c'est top. C'est top, effectivement. C'est un élément touristique, c'est un élément de renommée important, très important, et qui fait qui justifie, j'allais dire, les efforts de la ville pour à la fois le garder, le conserver, l'améliorer, l'entretenir. Et l'animer. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent, beaucoup de travail. Bien sûr. Et l'animer, bien sûr. On va marquer une petite pause, chers amis. Avec vous, on va reparler et continuer à parler de hier et de la Maison Caillebotte, où de formidables expositions vont s'y dérouler dans quelques temps. On vous dit tout, à tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous sommes dans l'Essonne, nous sommes à Hyères, à 20 km au sud-est de Paris, pour découvrir le domaine Caillebotte avec Valérie Dupont-Aignan, directrice de la Maison Caillebotte et commissaire de cette exposition dont on va vous parler. Présence trésor photographique de la collection Gilman et González Falla, une exposition majeure dans l'art de la photographie. Et nous sommes aussi avec Olivier Clodon, maire de Hyères dans l'Essonne. On parlait du domaine Caillebotte, monsieur le maire. Évidemment que c'est un endroit touristique fort apprécié des Hyérois et des gens qui viennent tout autour. Est-ce qu'on peut parler de la rivière? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'on peut s'y baigner? Est-ce qu'on y fait toujours du cabotage? Alors on peut s'y baigner. Il y a un embarcadère au bout du domaine. Bien sûr. On peut s'y baigner, mais c'est pas l'usage le plus important. En revanche, on peut y faire du canotage. Ah, très bien. Voilà, comme autant de Caillebotte, puisque on a effectivement un embarcadère. On a des barques qui sont disponibles, notamment l'été, pour les visiteurs qui veulent ponctuer ou continuer et poursuivre la visite du parc par une promenade en barque. C'est très bucolique, c'est très sympa et ça marche très bien. On peut dire qu'on est en immersion et en déconnexion quand on vient ailleurs. En immersion, en déconnexion. On vit avec Caillebotte quelque part, quand on est dans le parc Caillebotte en tout cas. C'est vrai. Voilà. Et dans la ville, on est aussi en déconnexion parce que c'est la nature ou c'est la campagne à la ville hier, quoi. Voilà. Alors Valérie Dupont-Aignan, pour ceux qui ne connaissent pas encore et celles qui ne connaissent pas encore tout à fait Gustave Caillebotte, resituons un petit peu les choses. Il a peint plus de 700 tableaux, dont beaucoup de grands formats, enfin 695, un truc comme ça, et donc 80 à la Maison Caillebotte. Oui, Gustave... Et on peut les voir partout dans le monde, c'est ça qui est incroyable. On peut les voir beaucoup aux États-Unis, où il a eu une carrière fulgurante. Alors, Caillebotte a été moins connu au départ en France, parce que d'abord, il est mort jeune. Oui, 45 ans. 45 ans, il est mort brutalement, sans doute d'un AVC, on dirait aujourd'hui. C'est possible, oui. Et il avait déjà peint environ 700 toiles, souvent des grands formats, parce qu'il se renouvelait à chaque salon, à chaque exposition qu'il organisait ou qu'il organisait avec ses amis. Il trouvait des thématiques nouvelles, des formats. Alors ses amis, c'était Degas, Monet. Oui, Degas, Monet, très amis de Monet, très proche de Monet. Oui, ils ont partagé un studio. Sisley, Pissarro, Renoir, bien sûr, qui a été son exécuteur testamentaire avec son frère. Et pourtant, Caillebotte, au départ, il n'a pas été apprécié dans le premier salon. Alors, dans le premier salon, il n'a pas figuré en 1874 parce qu'il venait de perdre son père. Enfin, donc c'était pas tellement favorable pour lui sans doute. Mais il a été très très conquis par cette nouvelle peinture qu'il y a vue accrochée au mur. Parce qu'il était aussi mécène et il achetait des tableaux à ses amis pour les soutenir parce qu'il croyait à cette nouvelle peinture. À l'époque, c'est pas encore l'impressionnisme, on l'appelle la nouvelle peinture. Et c'est avec Impression Soleil Levant, le tableau de Monet, qu'on va découvrir le mot impressionnisme qui est plutôt railleur à l'époque. Oui, c'est plutôt critique. On s'en moque. Voilà. Donc il va découvrir cette nouvelle peinture et il se dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Lui qui avait une formation académique aux Beaux-Arts, il avait suivi les cours de l'atelier de Léon Bonnat et il travaillait. Il a d'ailleurs continué toute sa vie à travailler aussi dans son atelier et puis en plein air. Mais donc il découvre cette peinture, il la trouve formidable et il se dit que c'est ça qu'il faut faire. Et là, il va pour l'exposition suivante qu'il va organiser d'ailleurs en 1876. Il va présenter aussi des tableaux qui représentent tout ça. Alors quel est son tableau le plus célèbre, le plus connu ?
Aujourd'hui, je pense que c'est les raboteurs de parquet en France. Oui, c'est sûr que c'est le joyau du musée d'Orsay. Je crois que c'est la carte postale la plus achetée au musée d'Orsay. C'est vrai. Et c'est un très très beau tableau parce que c'est un tableau aussi qui on y voit 3 hommes qui rabotent un parquet. De raboter un parquet, tout simplement. Mais c'est la première fois qu'on montre aussi un sujet social dans la peinture et de cette manière-là, avec aussi un niveau de lecture, enfin de vision assez bas, en contre-plongée. Enfin, c'est une innovation totale. Complètement. Et d'ailleurs, il s'est fait bouder à l'époque. On lui a dit, monsieur, écoutez, plutôt que de peindre des raboteurs de parquet, faites-nous autre chose. Non, mais il n'est pas du tout apprécié, il n'est pas du tout reconnu, mais il est reconnu par ses amis qui comptent sur lui vraiment en qualité d'artiste et aussi en qualité de mécène, parce qu'il va les soutenir toute sa vie. Il va acheter les toiles de ses amis pour conserver leur cote, ou en tout cas ne pas la faire baisser, et il va constituer une très très belle collection, d'ailleurs, qu'il donnera à sa mort, qu'il lèguera à sa mort à l'État français, et dans laquelle il n'y avait pas d'œuvre de Caillebotte. Vous voyez, il ne s'intéressait qu'aux autres. Enfin, c'était une personne vraiment très très généreuse, un artiste majeur, un mécène engagé et éclairé aussi. Alors, on parlait de ces tableaux les plus connus. Peut-être qu'aux États-Unis, on connaît davantage à Chicago le tableau Boston, de Art Institute. Chicago, voilà, on voit un couple sous un parapluie au carrefour de la rue de Turin, avec toujours des perspectives très élargies, parce que Caillebotte codait la perspective, il codait toutes les règles, mais il va s'en détacher et s'en affranchir pour pouvoir créer ses propres perspectives dans les rues, dans la rivière. Et alors, il y a plutôt 2 Caillebottes. Il y a le Caillebotte à la campagne et le Caillebotte de Paris, du Paris moderne. Donc nous, on a la chance d'être l'atelier de plein air de Caillebotte pendant ses premières années, à Hyères. Et il a peint, comme vous disiez tout à l'heure, plus de 80 toiles sur le domaine, très très belles sur le domaine, et notamment autour de la rivière, des reflets. Et pas seulement, aussi dans Paris aussi, il a peint. Voilà. Moi, je me souviens d'une toile qui s'appelle Le jeune homme à sa fenêtre, à Paris, où on voit les boulevards Haussmann. Voilà, et il va peindre aussi ses tableaux parisiens, parce qu'il a aussi une vie à Paris. Il faut dire que son père est un homme qui a construit une grande fortune à partir de son entreprise de textile. Il est devenu promoteur immobilier. Il a acheté de nombreuses maisons dans la plaine Monceau. Et les Caillebotte ont la chance de vivre dans le quartier haussmannien de l'Opéra. Et où il peut peindre des balcons en contre-plongée. Il va aimer ces nouveaux points de vue qu'il va tester. C'est vraiment un regard moderne. Je crois que toute la famille de Caillebotte de cette période a vraiment un regard moderne. C'est une famille dans la modernité de son époque. Et on peut dire aussi que c'est un artiste qui va faire le lien avec l'univers photographique. Et justement, on va en parler tout à l'heure de cet univers photographique que vous avez accroché, qui est déjà accroché, hein. Oui, tout est prêt. Tout est prêt. Voilà. Everything is ready. J'espère. Olivier Clodon, maire de Hyères, on parlait tout à l'heure de la belle histoire du domaine Caillebotte. Est-ce qu'on peut parler de la belle histoire du château de Budé, ce beau château avec une façade en briques rouges qui a été abandonné pendant 50 ans, qui a retrouvé son éclat, qui a été racheté à la Fondation Pompidou et qui aujourd'hui, il y a 14 appartements à l'intérieur. Racontez-nous cette histoire formidable d'un mécène. C'est un peu une histoire de mécénat aussi, hein. Alors c'est un peu l'histoire de mécénat. En tout cas, c'est une très belle histoire quand les planètes C'est vrai. Mais il y a des planètes particulières qui s'alignent au-dessus de Hyères. Je pense, hein, je pense. Mais c'est une histoire très 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 belle effectivement et très simple. Il y avait en centre-ville. Il faut préciser que l'intérêt aussi de Caillebotte, c'est que le parc Caillebotte, la maison Caillebotte, est en plein centre-ville. En plein centre-ville, absolument. C'est pas un parc qui est en périphérie ou qui serait un peu loin de tout. Et il est ouvert toute l'année. Il est ouvert toute l'année. C'est un domaine communal. C'est absolument. Et il est au cœur de la ville. Voilà. Et au cœur de la ville, il y a un autre endroit qui est assez intéressant. C'est un château médiéval qui s'appelle effectivement le château Budé, qui était à l'abandon depuis des décennies parce que c'est la Fondation Pompidou, pour pas la nommer, qui avait acquis ce château, mais qui n'a pas trouvé de destination. Et puis à côté, il y avait un grand terrain qui était propriété d'une famille, qui ne souhaitait pas non plus, en fait, ni utiliser, ni entretenir, mais en tout cas pas non plus vendre ce terrain. Et puis en 2018, il y a eu une conjonction de planètes
avec une dame. Qui vient vous voir dans votre bureau. Qui vient me voir dans mon bureau, qui est une dame qui est dans la finance, qui me dit, voilà, moi je me suis promené dans votre ville ce matin, elle a débarqué comme ça, et j'ai été conquise par la ville, et je voudrais investir. Voilà. Est-ce qu'il y a en ce moment des biens à vendre chez vous? Moi je pensais à des biens classiques. Bah oui. Voilà. Alors je lui parle des agences immobilières qu'on a dans la commune, et puis je dis, mais plus sous forme de boutade, et je lui dis, si vous aimez vraiment le patrimoine, j'ai un château à vendre. J'ai un château médiéval, voilà, à vendre, dont la ville n'est pas propriétaire, mais qui est à vendre. Et je l'ai revu 2 mois plus tard. Et 2 mois plus tard, elle avait pris contact avec la Fondation Pompidou et elle a acheté le château. Incroyable. Et la deuxième fois que je l'ai vue, elle m'a dit, écoutez, je sais que vous êtes très regardant sur la ville, la façon dont la ville est rénovée, aménagée, etc. Moi, j'achète le château, je signe dans quelques jours. En revanche, j'ai pas de temps à consacrer à la rénovation du château. Alors, je lui ai proposé un deal, voilà, très simple. Je lui ai dit, écoutez, c'est à vous. Donc, en gros, vous financez, et puis moi je gère, avec les services municipaux. Comme un maître d'œuvre en fait. Exactement, la qualité des travaux. Et on a fait cette rénovation ensemble pendant 2 ans et demi. Et elle a tenu parole. Et aujourd'hui, le château est totalement rénové et habité effectivement. Il y a 14 appartements tous uniques, puisque dans chacun des 14 appartements, il y a un élément historique du château. Oui, cette dame n'a pas fait une rénovation, elle a fait une rénovation intelligente. Elle est très liée, très attachée au patrimoine. Absolument. Et donc elle a fait une rénovation, elle a créé 14 appartements, 14 lieux uniques. C'est ça. Voilà. Et puis magique, parce que c'est carrément. Ça peut être une cheminée, ça peut être un élément de plafond, ça peut être un élément du sol, ça peut être une niche. Voilà. Et chaque appartement a sa signature historique. Oui, sa signature historique. Voilà. C'est drôlement bien cette histoire. Donc là aujourd'hui, il y a 14 personnes, 14 familles, 14 couples qui habitent dans ce château. Je peux vous dire très 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 heureuses. Ils sont pas prêts de partir. Ils sont pas prêts de partir. Il y a eu plus de 500 dossiers déposés. Oui, mais dit ça, 525 dossiers déposés, exactement. Et pour 14 14 heureux. C'est une très belle histoire. Chanceux. Oui, Valérie. Et il faut rappeler aussi que le château Budet avait dans son domaine complet la partie de la maison Caillebotte, parce que le fief seigneurial du château qu'on appelle Budet, parce que un des propriétaires s'appelait Dreux Budet, donc faisait partie la maison Caillebotte faisait partie de ce domaine. Voilà, absolument. Et donc tout est lié en fait dans ce cœur de ville. Ouais. Et puis dans le parc Budet, dans le parc Budet qui jouxte le château, il y a une grotte monumentale qui est ouverte une fois par mois, et je vous invite à découvrir aussi. Alors, en même temps. On va aussi parler de la grotte. On va parler de ce peintre danois aussi qui a réussi à rester dans le château. Et c'est une belle histoire. Il n'y a que des belles histoires hier. Restez avec nous, chers amis. On continue à parler de la maison Caillebotte et de cette, j'ai dit petite ville au début, monsieur le maire, pardon, de cette belle ville de 30 000 habitants à 20 minutes de Paris. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous sommes avec nos amis autour de cette table pour évoquer la ville de hier et puis ce magnifique domaine, le domaine Caillebotte, avec Valérie Dupont-Aignan qui en est la directrice et la commissaire de l'exposition Présence Trésor photographique de cette collection Gilman et González Fala dont on va vous parler tout de suite. Et Olivier Clodon qui est le maire de hier qui nous raconte de très belles histoires sur sa ville parce qu'il y a un alignement de planètes quand même bénéfique au-dessus de cette bonne ville de hier. Alors on dit que c'est la ville la plus sûre, une des villes les plus sûres de France. Ça l'est. Comment vous avez fait? Vous avez engagé des policiers municipaux, des caméras? Exactement. Il n'y a pas de secret. C'est très simple. D'abord, c'est une ville qui est quasiment sous caméra. Il y a 300 caméras. 300 caméras. Hier. Et puis, il y a des policiers municipaux. Combien? Armés, 26. 26. C'est-à-dire ce qui permet d'assurer le jour et la nuit. D'accord. Voilà. Donc, une présence policière de jour et de nuit avec des policiers armés donc, qui peuvent intervenir. Et puis, ce qu'on appelle un centre de supervision urbain, un CSU, enfin un endroit où toutes les caméras, parce que c'est bien d'avoir des caméras, mais il faut avoir des gens aussi qui regardent les écrans derrière. Voilà. Bien sûr. Donc il y a chez nous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des gens qui regardent les caméras. Et le principe est très simple. Quand on aperçoit quelque chose qui ne va pas en ville, par exemple une tentative de vol de voiture, on aperçoit la caméra, la personne qui est derrière l'écran prévient la patrouille intervient avant que la voiture soit volée.
Est-il vrai qu'ailleurs, il y a 30 médecins pour 30 000 habitants, ce qui est aussi exceptionnel? Oui, en France. 30 médecins pour 30 000 habitants, parce qu'on a fait comment vous avez fait pour les garder? Alors on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Voilà, on fait les choses par nous-mêmes ailleurs. On aime bien faire les choses par nous-mêmes. C'est vrai pour la sécurité, mais c'est vrai pour la santé. Donc on a créé 2 cabinets médicaux municipaux. Il y a 3 ans maintenant, dans lesquels on a installé des médecins qu'on est allé chercher à l'extérieur de la ville et qui ont choisi la ville justement pour la sécurité. En fait, les médecins qui sont venus chez nous, c'est des médecins qui s'étaient fait braquer ou agresser une fois, 2 fois, et qui sont venus chez nous. Donc on met des locaux à disposition des médecins, des locaux entièrement équipés, salle d'attente, cabinet médical, qu'on dissémine comme ça dans toute la ville. Donc on a pu garder notre médecine de proximité, y compris avec des médecins que j'appelle un peu à l'ancienne, qui sont pas forcément à la mode aujourd'hui, mais vous savez, ceux qui vont encore visiter les malades chez eux, quand un malade peut pas se déplacer. Voilà, on tient beaucoup à ça, la proximité, et puis c'est le patient on fait tout pour le patient, c'est le patient qui est roi. Voilà. C'est une petite Suisse de l'Île-de-France hier un peu. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est calme, c'est reposant, c'est sécurisé. Ouais. Valérie Caillebotte, vous, les choses sérieuses vont commencer bientôt, demain, avec une exposition exceptionnelle quand même, on peut le dire. Racontez-nous, parlez-nous de cette exposition. Oui, alors c'est après-demain. Après-demain. Voilà. À partir du 23 mai, cette exposition que j'ai intitulée Présence et qui regroupe des trésors photographiques vraiment d'une collection américaine de photographie qui est la collection Gilman González Falla. On a la chance d'avoir eu accès à cette collection parce que c'est... elle est majeure, cette collection ? Elle est connue comme la 3e au monde. D'accord. Ah oui. Voilà, avec près de 1500 œuvres. Madame Gilman est aujourd'hui décédée, mais son mari, Monsieur González Falla, continue de la nourrir et d'acheter encore des œuvres. Et c'est une passion qu'ils ont initiée ensemble. Elle, un peu plus tôt dans les années 70, et avec beaucoup d'exigences. Avec lui, quand ils se sont rencontrés, c'est un 2e mariage à partir des années 80, et ils ont constitué cette collection méthodiquement, mais d'abord avec passion. Ce qui vraiment les déterminait, c'était que une œuvre puisse les enthousiasmer tous les deux. Et ils choisissaient ensemble chacune de ces œuvres, donc plus de 1500. Et parmi ces œuvres, j'ai voulu choisir des regards, des personnages cadrés serrés, des personnages au regard perdu. Enfin C'est le regard qui a un peu dicté votre choix ? Au départ, c'est le regard, mais je voulais vraiment présenter des présences au sens de Roland Barthes qui dit que la photographie est un certificat de présence métaphysique. Et c'est à cette citation que j'ai voulu donner vie. Et en choisissant, il y en avait vraiment énormément. Le choix était difficile aussi. J'en ai choisi 140. J'en ai choisi 140 de 90 artistes différents. Donc la plupart, c'est une œuvre par artiste. Et alors j'ai choisi quand même plusieurs œuvres pour certains artistes, forcément, puisque c'était Cartier-Bresson ou alors des artistes qu'on connaît davantage, que notre public aussi connaît davantage en France. Et parmi ces 140, on a quand même 24 femmes artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes photographes femmes. Et depuis le début de l'histoire de la photographie, qui remonte à très peu, puisque ça a commencé en 1839. Enfin, le principe photographique a été trouvé en 1839. Les femmes se sont emparées de cette... Et les femmes se sont aussi emparées de la photographie. Donc... Parmi ces présences, j'ai voulu constituer plusieurs sections dans le parcours, et dans chacune des sections, on retrouve un peu de l'histoire de la photographie. Alors on commence par le portrait, avec le premier de Margaret Cameron, c'est le portrait de Herschel. Herschel, c'est le père de la photographie, dans le sens où c'est lui qui a inventé même le mot photographie. C'était un astrophysicien qui avait fait énormément de recherches, et il a compris le procédé de photographie avant Talbot et avant les autres.
Et puis, on a une section sur les artistes et modèles, donc cette section qui traverse le portrait, avec différents temps de la photographie, du portrait qu'on appelle pictorialiste, donc un peu comme des peintures, c'est le début de l'histoire de la photographie de portrait, au portrait plus psychologique ou à l'autoportrait. Il y a une autre section qui suit, qui est l'Amérique, une Amérique emblématique, enfin celle que je vois, mais que certains partagent aussi. C'est Entre grandeur et Désenchantement, avec plus de photos, plutôt de la photo documentaire, avec les photos de Lewis Hine qu'on connaît, Léon Levinstein et beaucoup d'autres. Donc un parcours aussi qui suit toujours une chronologie, mais avec vraiment l'Amérique de Levinstein qui photographie la construction de l'Empire State Building à New York dans les années 30. C'est l'immeuble le plus haut du monde à l'époque et c'est la prouesse technologique, c'est ce qu'on pourrait appeler le toit du monde. Et lui, il va photographier les ouvriers qui travaillent sur les poutres métalliques. Voilà. Photo, ouais. Et donc, et à travers Dorothée Lange, enfin plusieurs photographes comme ça, on va aussi suivre ce parcours photographique. Et avec une très belle photo de Stettner face à la skyline à New York, face à la rivière et à la skyline de l'autre côté. Enfin voilà. Alors, la particularité de cette collection, c'est que ce sont des photos vintage. Oui. Ça veut dire quoi, vintage? J'ai pas fini sur mes sections, mais je vous dis d'abord. Allez-y, finissez sur les sections. Allez au bout de votre idée. Voilà. Alors, les sections suivantes traversent aussi la construction des photos à travers les compositions, parce que là aussi, on a un travail sur toutes les compositions photographiques, et qui vont des superpositions de toutes les innovations techniques qui vont permettre, lors des tirages ou au moment de la prise de vue, de créer des superpositions, des compositions et différents effets. Et puis, à l'étage, on va avoir une petite section sur les enfances. C'est un thème très très important pour les collectionneurs parce que eux-mêmes, à deux, avec leur famille recomposée, ils ont eu 9 enfants. Donc ils connaissent cette thématique et avec de très belles photos de Cameron aussi avec les roses blanches et rouges, 2 enfants magnifiques et des enfants de Salgado, Sebastiano Salgado que nos auditeurs sans doute connaissent, 2 enfants d'Équateur qui ont un regard tellement perçant et tellement émouvant que voilà, on peut s'arrêter vraiment longtemps dans cette salle. Ensuite, on a une section sur la... J'ai bientôt fini. Non, mais je vous écoute avec attention. Hein. On a une section sur les solitudes. C'est plutôt les personnages un peu... mise en marge de la société, les solitudes, les joies quand même qu'on partage avec des moments plus intenses de joie. Et puis une section sur la photographie de rue avec des photos des rues parce que la photographie de rue est aussi la photographie humaniste de Cartier-Bresson et de tous ces artistes du début du XXe siècle qui est aussi importante. Et je finis sur le miroir du monde avec un petit clin d'œil à une revue de publication des photos qui s'appelait Miroir du Monde et c'est les dernières photos essentiellement en couleur et les dernières acquisitions des collectionneurs. D'accord. Et tout ça en noir et blanc et tout ça vintage. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire vintage. Monsieur le maire, on va revenir avec vous sur le château Budet. Il y a encore une histoire formidable, le château Budet, ce château médiéval avec une belle façade rouge qui est au centre de Hyères. On a découvert un souterrain, paraît-il. Alors oui, on a découvert un souterrain qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas. Comment on l'a découvert ce souterrain ? On l'a découvert par un moyen technique que les architectes connaissent bien, qui s'appelle la bive. Bon, c'est grosso modo, on fait passer un scanner. Voilà, comme si vous emmeniez le château, passer un scanner, c'est-à-dire que vous voyez l'ensemble des éléments intérieurs. Vous voyez à l'intérieur des matériaux. D'accord. Voilà. Et quand on a réalisé cette opération, c'est des capteurs comme un peu partout, est apparue une cavité. Assez importante, à quelques mètres sous le château, qui effectivement n'était sur aucun descriptif, aucune carte. Voilà. Alors on s'est pris à rêver, et moi le premier, en me disant on va peut-être trouver un trésor qui fera qu'on pourra faire la gratuité des impôts locaux à Hyères pendant des décennies. Ou et vous l'auriez fait ça ?
Alors, les impôts sont pas gratuits, mais enfin, on les augmente pas. En tout cas, depuis des années. Mais bon, mais alors, plus sérieusement, on a, et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on a tous retrouvé notre âme de gamins et d'enfants quand on a pu dégager les pierres qui obstruaient cette cavité, et on est tombé sur une porte, une très très vieille porte en bois. Il y avait après au-delà d'1 mètre de pierre à peu près, et quand on a ouvert la porte, qu'on a pu ouvrir la porte, qu'on est rentré avec nos lampes électriques, grande déception, la cavité était vide. Et il s'agissait en fait d'un ancien tunnel, parce que qui avait sans doute été préparé et confectionné par les habitants à l'époque au Moyen-Âge pour pouvoir peut-être évacuer rapidement le château en façon sécurisée, qui a été bouché, et pas de trésor à l'intérieur, mais on a rêvé pendant 48 heures. C'est très bien. Il faut continuer de rêver. Nous sommes ailleurs dans l'Essonne et nous continuons à parler de la maison Caillebotte, de son domaine, de ses expositions sublimes et de cette ville qu'il faut absolument découvrir. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et c'est le domaine Caillebotte Ayer qui est à l'honneur aujourd'hui avec sa directrice, la directrice de la maison Caillebotte, Valérie Dupont-Aignan, et qui est commissaire de l'exposition Présence Trésor photographique de cette fabuleuse collection Gilman et González Falla, collection de photographies en noir et blanc, c'est ça Valérie, hein? Oui. Et vintage, je vous expliquerai ce que ça veut dire vintage. Depuis tout à l'heure, j'essaie de savoir, mais vous voulez tellement me parler de cette exposition qui vous tient à cœur. Et Olivier Clodon, maire de Hyères. Rapidement, monsieur le maire, le programme en juin à Hyères, quand on veut. Les Parisiens qui nous écoutent, d'ailleurs, d'abord, il y a beaucoup de Parisiens qui se sont installés après le Covid, dans votre ville. Il y a beaucoup de Parisiens qui sont venus s'installer, effectivement, chez Parisiens ou Première Couronne, on va dire, francilienne. Parce que hier, je vous disais tout à l'heure que c'est une ville nature. Oui, il y a beaucoup de parcs, etc. Et la pandémie a fait que les gens se sont mis à rechercher plus qu'un appartement, une maison avec un petit jardin. On trouve une maison à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on trouve une belle maison à 500 000 €. D'accord, avec un jardin? Oui, avec un jardin, bien sûr. Et 5-6 chambres, quoi. Oui, 3-4 chambres. 3-4 chambres, d'accord. Les grandes dates, c'est quoi? Il y a le feu d'artifice, la fête? Il y en a plein. Il y a d'abord, depuis quelques jours, donc l'exposition Gilman, ça faut pas la manquer. On en parle depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une exposition majeure pour ceux qui aiment la photo, et même ceux d'ailleurs qui simplement aiment l'art. Donc ça, c'est d'abord... L'exposition Caillebotte continue jusqu'au 30 juin, entre ciel et l'eau. Voilà, c'est dans l'atelier. Oui. Dans l'atelier, ça, d'accord. C'est encore une autre exposition dans l'atelier de juste en face. Caillebotte et l'expo photo. Donc vous pouvez tout faire, et le parc. Et puis il y a pas mal de dates. Il y a nos scènes musicales ouvertes tous les samedis, des concerts sur le parvis du CEC, enfin du théâtre de Hyères. D'accord. Et puis il y a 2 grandes dates. Il y a la fête de la ville, qui est un moment toujours majeur. On a 10 000 personnes, c'est le 15 juin. 15 juin. Voilà, dans quelques jours. Et puis on fait cette année, on tire le feu d'artifice le 13 juillet dans le parc Caillebotte. C'est vous dire si l'écran est joli. Et cette année, évidemment, c'est un thème, c'est le thème des Jeux Olympiques. Donc, c'est étonnant. Voilà, c'est étonnant. Hein. Si on n'a pas été, d'habitude, on est très originaux. Là, on a été plutôt, on a été un peu moins. Voilà. D'accord. Valérie Dupont-Aignan, continuons à parler de cette exposition Gilman et González Falla. Vous nous aviez dit qu'il y avait 140 photos accrochées. On y voit des artistes d'ailleurs qui étaient jeunes à l'époque et qui sont devenus célèbres plus tard. Qui, par exemple? Oui, voilà, parce que les Gilman et González Falla choisissaient des artistes, enfin des photos qui leur plaisaient. Et ils se sont concentrés aussi sur la photo contemporaine de leur vie, en fait. Et ces artistes, je pense, mais il n'est pas présent dans l'exposition, ce qui n'est pas dans la thématique, je pense à Sugimoto, l'artiste japonais, qu'ils ont beaucoup soutenu et qu'ils ont acheté très tôt, et ils ont cru en lui. Beaucoup d'artistes ont été dans ce cas-là. On y voit Warhol? On y voit Warhol parce que Madame Gilman était une des muses de Warhol. Elle était très proche de Warhol, et pour la petite histoire, c'est la seule dont il n'est pas dit de mal dans ses mémoires. Donc, elle l'avait connue à la Factory. C'était cette pépinière d'artistes qu'il avait créée lui-même. Et d'ailleurs, il a fait son portrait. Et dans l'exposition, on a 4 polaroïdes qu'il a pris de Sondra Gilman pour réaliser son portrait. Et il a réalisé 3 portraits dans la famille, enfin 2 portraits de Sondra et un de son premier époux, monsieur Charles Gilman. Ouais, le roi du Pola. Voilà, oui. Andy Warhol, c'était justement un tirage unique, le Polaroid, un tirage unique. Et on allait parler des tirages vintage. Oui.
Les tirages vintage, ce sont des tirages d'époque. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui les a tirés lui-même s'il est tireur. D'accord. Des tirages de photos argentiques. Ou alors, il les a tirés dans les 5 ans de la photographie qui a été prise. D'accord, c'est une règle. Voilà, oui, c'est 5 ans. Et ça peut être le tirage par l'artiste, donc, ou alors par son laboratoire de développement. Titré, ouais. Mais sous son contrôle. Sous son contrôle dans les 5 ans. Donc, c'est une façon de signer sa patte, en fait. Ça... Voilà, en général, l'artiste tire son œuvre assez rapidement, mais il arrive que l'artiste tire aussi lui-même après les 5 ans. Donc il y a 2 photos comme ça dans l'exposition où l'artiste va effectuer le tirage, mais un petit peu plus tardivement. Alors dans les grandes signatures, il y a Arbus et Brassailles, Cartier-Bresson, Doisneau, qu'est-ce qu'il y a d'autre Cunningham, Levinstein, Lewis Hine, beaucoup d'artistes. Alors, on connaît beaucoup de grands noms américains parce que, bien sûr, c'était des collectionneurs américains, donc ils restaient, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des artistes français, Cartier-Bresson, Doisneau, il y a Willy Uronis, on a Jean Moral aussi, qu'on revoit maintenant beaucoup dans les expositions. On a vraiment beaucoup d'artistes et beaucoup d'artistes sud-américains parce que le collectionneur lui-même était d'origine cubaine, c'est-à-dire qu'il avait fui Cuba avec sa famille au moment de la Révolution et il s'était installé au Texas et après il a fait fortune. Il a fait fortune parce qu'il est devenu l'avocat au Texas des compagnies pétrolières notamment et comme c'est un homme remarquable, il a avec beaucoup d'intelligence, voilà, mais il a toujours eu, quand ils ont quitté Cuba, avec ses parents, très rapidement, ils se sont dit qu'est-ce qu'on emporte et leur mère leur a dit on emporte l'album de photos et l'appareil. Voilà, donc cette passion commune, elle est liée aussi à une expérience personnelle des 2 côtés et Celso González Falla apprécie beaucoup aussi et soutient beaucoup les artistes sud-américains. Il va souvent au salon de Mexico, il est tout le temps en Espagne aussi, enfin voilà. Et il continue vraiment avec son drame, il continue de le faire aussi, d'acheter et de soutenir des artistes sud-américains. Donc on a Alvarez Bravo, on a donc mexicain, Graciela Iturbide, on a des artistes comme González Palma, enfin beaucoup d'autres aussi, parce que il y en a 90, alors je vais pas tous les citer, mais il faut venir les découvrir. Je vous assure que ça vaut la peine. C'est jusqu'au 22 septembre Jusqu'au 22 septembre. Jusqu'au 22 septembre. Et l'autre exposition Caillebotte, c'est jusqu'à quand 30 juin. Alors, pour l'exposition Caillebotte dans l'atelier, on a quelques œuvres de Caillebotte, mais qui sont vraiment charmantes dans l'atelier de la maison. C'est jusqu'au 30 juin prochain, donc c'est vraiment, faut vraiment y aller. Très très court, parce qu'en fait, les musées ne prêtent plus pendant la période des Jeux Olympiques, donc c'est pour ça qu'on a été obligé d'arrêter au 30 juin. Toutes les œuvres doivent être entrées dans les musées parisiens au 30 juin, enfin, en tout cas, juste après. Et l'expo photo, elle est à la Ferme Ornée. Et on a aussi dans ce domaine une orangerie, une autre fabrique d'ornementation dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui était bien sûr dédiée à la protection des orangers pendant les frimas, et qui est aujourd'hui ouverte aux artistes plutôt contemporains et qui présente cette année 2 artistes. Jusqu'au 23 juin prochain, on a Béatrice Helg, qui est une photographe aussi suisse, qui, elle, ne réalise pas de portraits, mais qui crée des mondes construits et qu'elle photographie avec... Elle les crée avec des matériaux assez bruts et elle les photographie ensuite et les effets de lumière sont vraiment saisissants et ça donne des très grands formats. On a peu de photos mais en grand format et l'effet est vraiment très très beau. Elle réalise des séries, donc elle travaille par série et là elle nous présente Béatrice Helg, qui est une artiste suisse. Dans l'orangerie. Et il y a aussi des dessins à l'encre. Et on va continuer notre programmation avec Ofer Joseph, qui est un artiste qui a fait les Beaux-Arts de Paris à l'âge de 17 ans et qui a eu sa première dérogation aux Beaux-Arts de Paris pour pouvoir faire ses études. Et qui crée ses propres mondes. Alors lui, à l'encre, il dessine à l'encre de Chine, donc c'est tout en noir et blanc.
et son monde qui est assez railleur, un peu noir, mais en même temps très tendre, vaut vraiment la peine d'être découvert. On peut le rapprocher de Félicien Rops, de Odilon Redon, de Daumier. Enfin, il est très très sarcastique sur l'humanité et il aime beaucoup les animaux. Donc les animaux sont presque davantage magnifiés que les hommes dans ses œuvres, mais ça vaut vraiment la peine aussi de le découvrir. Je crois vous avez bien vendu le projet, Valérie. Je crois que la maison Caillebotte, il y a 4 expos en une en fait. Il y a un domaine formidable où il faut absolument aller voir et vous nous invitez à y aller dès ce week-end. Le week-end prochain, tous les week-ends. Absolument. C'est ouvert tous les jours ? Et la maison est ouverte toute l'année. Durant la période de la saison, c'est ouvert tous les après-midi, sauf le lundi. Et entre novembre et mars, c'est ouvert les week-ends seulement. Et tous les jours fériés. Donc venez profiter de vos jours fériés à la maison Caillebotte. Autour de cette expérience de ce domaine. Aussi. Absolument. Unique au monde. Unique, en tout cas en région parisienne. Absolument. Ça, c'est sûr. Et on a même un café-restaurant qui est formidable. Qui s'appelle comment ? Le Café Gustave. Qui est ouvert en ce moment et où on trouve des choses. Il est ouvert en ce moment. Et peut-être qu'on peut parler des papilles. Vous avez 30 secondes, Valérie. 30 secondes. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Pour les papilles impressionnistes, on aura tout le mois de juin un menu impressionniste qui sera servi au Café Gustave au sein de la maison Caillebotte. Donc venez le tester, ça vaut la peine. Il y en aura aussi dans la ville, mais surtout au Café Gustave, parce que j'en parle ici. Venez goûter le menu des papilles impressionnistes. Quel est votre dessert préféré au Café Gustave ? La pavlova. Ah bah évidemment. Monsieur le maire, on vient à Hyères. Qu'est-ce qu'on y fait rapidement en 40 secondes ? Du vélo, peut-être avec les enfants, avec la famille, avec sa compagne. On peut faire plein de choses. Des voies vertes. On peut faire du vélo, il y a des pistes cyclables, donc on peut circuler, on peut aller dans la ville, on peut aller un petit peu autour. On peut surtout se poser et tout faire à pied. À Hyères, vous avez une concentration de parcs et d'activités. Et vous avez le parc Caillebotte qui est en centre-ville. Vous avez l'île Panchou, qui est une île très originale qui est à 300 mètres à pied du parc Caillebotte. Vous avez donc le parc Budet avec sa grotte monumentale. Et puis vous avez des cafés, vous avez des brasseries, vous avez des commerces. Vous pouvez y passer la journée très facilement. Très bien. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous voulez rajouter quelque chose, Valérie ? Oui, Olivier, on est sur le parcours de la Scandibérique, la route à vélo. Bien sûr. Très importante. Et on est aussi sur le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Absolument. Parce qu'à partir de Montgeron, donc tous ceux qui font le pèlerinage de Saint-Jacques par Montgeron ou qui prennent la Scandibérique peuvent s'arrêter aussi chez nous. Enfin, il y a plein de raisons de venir. Plein de raisons de venir à Hyères et plein de raisons de s'arrêter au domaine Caillebotte où l'exposition, rappelez-nous la date et le nom. Du 24, elle a commencé le 24 mai et elle continuera jusqu'au 22 septembre prochain. Et elle s'appelle Présence, trésor photographique de la collection Guilman González Falla. Une très belle exposition de photos. Et ce serait très dommage de la manquer et de manquer cette escapade à Hyères et au domaine Caillebotte. Merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir pour encore continuer à explorer cette belle France que nous aimons tant. À bientôt, salut. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gickel. Avec la maison Caillebotte, le site impressionniste le plus proche de Paris, à Hyères, dans l'Essonne. Et Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe.